Bonjour Jean-Claude Guibaud. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, on vous a découvert un peu dans le sujet qu'on vient de voir, jeune, dans vos habits de reporter de guerre. Vous publiez justement ce livre, Le tourment de la guerre, aux éditions L'Iconoclaste. Alors, vous avez publié énormément, et puis vos derniers livres étaient plutôt consacrés à l'espérance, à vos convictions. Vous attaquez un peu au désenchantement du monde contemporain. Pourquoi maintenant ce livre sur la guerre ? Vous savez, ça doit faire au moins 20 ans que je savais que ce livre m'attendait au tournant. On ne peut pas avoir vécu ce que j'ai vécu pendant si longtemps sans en être profondément marqué, et surtout sans avoir l'envie d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a pensé. Donc faire ce travail que, dans certaines religions, notamment les protestants, on appelle la récapitulation de soi-même, quoi. Et j'ai eu furieusement envie de le faire en choisissant le mot tourment, parce que je l'avais toujours eu en tête, et puis parce que je pense que c'est un tourment qui a deux sens différents. C'est d'abord un tourment personnel, que j'ai vécu toute ma vie, parce que je suis né tardivement. Mon père avait 54 ans quand il m'a fait. Je suis né d'un père glorieux, qui a fait la guerre de 14 comme jeune Saint-Cyrien de 19 ans, etc., et qui a ensuite, qui a été fait prisonnier en Allemagne, qui a fait une carrière magnifique, et pour qui j'avais une profonde admiration, que j'ai d'ailleurs encore plus maintenant, parce que j'ai appris des choses sur lui qu'il ne m'avait jamais dit, et en même temps, je suis d'une génération qui est assez radicalement antimilitariste. Moi, je suis né en 44, je suis de la génération qui a fait mai 68, exactement, et je dois dire que à l'époque, même quand j'étais étudiant, réfléchir à la guerre, ça nous paraissait absurde. La guerre, c'était une sottise, une connerie, pour reprendre l'expression de Jacques Prévert. Barbara, quelle connerie la guerre, qu'il fallait condamner et surtout ne pas étudier, quoi. Et je pense que j'ai été comme tout le monde, comme tous les Européens, endormi, anesthésié par le fait que nous avons vécu 70 années de paix, alors même que la guerre continuait de faire rage dans l'hémisphère sud. Vous savez, depuis 1945, il y a eu, je crois, 97 guerres à travers le monde qui ont fait des millions et des millions de morts. Mais c'était loin de chez nous. Chez nous, en Europe, c'était la paix. C'est ça. Et nous avons fini par nous convaincre que la paix était l'état naturel des sociétés. Donc on a été absurde. On va y revenir à cet état de paix pendant 70 ans qui vous interroge profondément. Mais il y a une autre chose qui vous interroge, c'est la fascination. Et puis quand vous dites aussi que vous aviez beaucoup d'admiration pour votre père, ce militaire de carrière, il y a une fascination pour la guerre. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est un secret que j'ai gardé, comme beaucoup de mes confrères, en moi, pendant plus de 30 ans. Parce que vous-même, vous étiez fasciné en tant que reporter de guerre. J'ai vécu la première fois de ma vie que j'ai pris conscience de ça. C'était la première fois que je suis allé au Vietnam, je crois que c'était en 69, où j'étais accrédité auprès de l'armée américaine comme 600 journalistes à peu près, qui étaient presque tous pacifistes, hostiles à la guerre. Et je me suis rendu compte que, malgré notre pacifisme, notre gentillesse, notre bienveillance, nous étions à gauche, contre la guerre, etc., nous étions capables de, ne serait-ce que quelques minutes ou un quart d'heure, de participer à cette étrange jubilation de la guerre, dont on a honte immédiatement après. C'est-à-dire que la première fois qu'on m'a fait faire des reportages, par exemple dans un avion, des bombardements en piqué, ou une ouverture de route en hélicoptère à côté du mitrailleur pour tuer tous les gens sur les bas-côtés à 300 km à l'heure, à 5 mètres du sol, c'était... Tout d'un coup, on est comme un enfant qui joue, quoi. C'est un jeu, c'est ça. Donc j'ai gardé ça profondément en moi, sans vouloir m'expliquer. Et puis ensuite, j'ai constaté que j'ai retrouvé cette jubilation dans toutes les autres guerres que j'ai pu couvrir. Je l'ai retrouvée dans la guerre d'Érythrée, qui a duré 30 ans et qui a fait beaucoup de morts, énormément de morts. L'équivalent de la guerre de 14 chez nous, vous comprenez, c'est terrible. Et j'ai vu les jeunes combattants d'Érythrée, en effet, joyeux et partir en guerre assez contents. J'ai vu ça, je sais pas, pendant la guerre du Kippour en Israël, avec un escadron de blindés. Il y a cette jubilation que j'ai pris l'habitude d'appeler les plaisirs dégoûtants. Parce qu'on en a honte tout de suite après. Et ça, c'est vrai pour les hommes. Est-ce que c'est vrai aussi pour les femmes combattantes ? Il y en a. Alors, je ne suis pas d'accord avec Bernard Kouchner, que j'ai connu en 68, il y a très longtemps, parce que Bernard Kouchner, il a dit plusieurs fois, au fond, le plaisir de la guerre, c'est une histoire de testostérone. C'est-à-dire que ça ne concerne que les mâles. C'est pas vrai.
je me suis trouvé à plusieurs reprises dans des circonstances où il y avait des femmes combattantes et qui faisaient plus peur aux hommes d'en face, aux soldats d'en face que les hommes. Par exemple, en Érythrée, je vous parlais de la guerre d'Érythrée, je pense qu'il y a eu en permanence, pendant 30 ans, il y a eu 35% de femmes combattantes. C'est énorme. Mais qui étaient en première ligne. J'ai connu au Laos des bataillons entiers de femmes qui faisaient très peur aux hommes. Et puis regardez aujourd'hui, regardez les Kurdes, ces jeunes femmes kurdes qui se battent. Qui font très peur aux combattants de Daesh. Et qui se font tuer. Ça veut dire que, alors il y en a moins. C'est-à-dire que le plaisir de la guerre, les femmes sont plus souvent des faiseuses de paix, si j'ose dire, mais il n'empêche que c'est pas systématique. Alors, vous l'avez dit, vous avez été un peu anesthésié, comme tous ceux de votre génération, par ces 70 années de paix en Europe. C'est un danger pour vous, cet état-là? Oui, parce qu'on a oublié que pendant des siècles et des siècles et des siècles avant nous, les sociétés européennes, mais les sociétés chinoises, les autres aussi plus loin, ont entrepris en permanence d'essayer de contenir la guerre, de la comprendre, de comprendre ses motivations, de comprendre ses ingrédients, et d'essayer de la codifier pour la tenir à distance de 1001 façons. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, après 70 années de paix, nous nous sommes désintéressés de la guerre. On ne sait plus la contrôler, du coup? On ne sait plus la comprendre, D'accord. d'abord. Regardez les âneries qu'on entend à propos de ces jeunes qui partent, ces jeunes qui ne sont pas tous musulmans, certains sont de bons chrétiens, de familles assez aisées, et ils partent. Convertis. Et ils partent tout d'un coup vers l'Irak et la Syrie en ayant presque une quasi-certitude de se faire tuer. Qu'est-ce qui les motive? Ce qui les motive, c'est l'attrait de la violence. C'est la jubilation. Mais ça veut dire qu'on a relégué la violence en dehors de notre territoire, en quelque sorte? Ça veut dire que oui, on l'a relégué, et surtout on l'a relégué en dehors de notre tête. On s'est convaincu que l'état naturel d'une société, c'était la paix. Mais c'est pas vrai. L'état naturel d'une société, c'est la violence. Et c'est la violence qu'il s'agit sans cesse de conjurer, de contenir, de regarder en face. Alors comment on fait concrètement? Parce qu'on a aussi dans le discours, la guerre n'est pas absente. Enfin, votre président François Hollande l'a dit, la France est en guerre. Donc on la pense quand même un peu. Ils le disent maladroitement. Honnêtement, je ne suis pas à l'étranger, si j'ose dire, même chez nos amis suisses, pour critiquer mon gouvernement, mais je pense que nos gouvernants n'ont pas été à la hauteur. Parce que tout d'un coup, la guerre survient. Alors le cas de Hollande, c'est un peu à part, si vous voulez, parce qu'il est tout d'un coup fasciné par la guerre. Il y a un livre qui est apparu chez nous qui s'appelle « Les guerres du président ». François Hollande s'est découvert un guerrier, quoi, formidable. Parce que la guerre a des avantages pour un représentant politique. La guerre, comment vous dire, vous transforme en thaumaturge et incite tous les citoyens à être derrière vous. On ne critique pas un président quand il part en guerre. Donc, à toutes les époques, on a vu que même dans les démocraties, les dirigeants politiques, ils aiment bien faire la guerre. Donc, le cas de Hollande, c'est un peu... J'ai découvert en lisant ce livre qu'il était devenu plus faucon que les faucons américains. Voilà, donc. Mais, comment vous dire, pour le reste, on ne sait pas quoi faire avec cette guerre. Voilà que nous arrivent en pleine figure deux formes de violence différentes. La violence terroriste, c'est-à-dire des gens qui s'en fichent de mourir. Comment vous faites? Et puis, ça c'est la violence, c'est les états de violence, on savait qu'ils reviendraient. Et puis il y a la guerre, la vraie guerre en même temps. Mais la guerre que l'on fait avec des drones, enfin actuellement, oui, non, mais aussi. Je parle de la vraie guerre qui se passe en même temps, en Syrie, en Irak. On a envoyé des chars, on a envoyé des blindés. Regardez, les Russes ont 5000 hommes, etc. On fait des tirs de missiles, etc. Donc, et nous, on a envoyé le porte-avions, Charles de Gaulle. Donc on est dans la vraie guerre, et en même temps, chez nous, on est dans cette espèce d'état de violence face à des gamins incultes qui se fichent de mourir. Bon, c'est ça le paradoxe. C'est Alors, pour essayer de répondre à cela, parce que nous, on n'a pas envie de mourir, et on a raison, les Occidentaux, on est encore attachés à la vie, on essaie de régler le problème avec la technologie. Les drones. Avec les drones que vous avez montrés. Sauf qu'il y a un problème grave. D'abord, il y a un problème moral et il y a un problème stratégique. Le problème moral, c'est est-ce que vous acceptez de tuer en moyenne 30 ou 40 civils pour tuer un terroriste ? C'est à peu près ce qui se passe avec les drones. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qui se dit. Enfin, l'objectif des drones, c'est justement des frappes oui, très mais si vous lisez la polémique, bienvenue et respectable qui a lieu aux États-Unis, qui a été lancée par le Parti démocrate, on donne des chiffres terrifiants. On a
tuer combien de noces qu'on prenait pour des terroristes. Ça veut dire que c'est moralement absurde, parce que ces morts qu'on fait, des femmes, des enfants, qui les pleure? Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de chagrin pour eux. Et puis, stratégiquement, c'est terriblement coûteux. C'est ce que disent les démocrates. Parce que quand vous tuez 40 personnes pour tuer un terroriste, ça veut dire que vous fabriquez peut-être 30 terroristes à venir. Mais le paradoxe Donc, aussi... vous les multipliez, les terroristes. Le paradoxe aussi avec cette guerre asymétrique, c'est que l'envoi de drones, enfin la guerre pilotée par des drones, c'est pour faire le moins de pertes possible parmi les soldats, puisque l'objectif c'est 0 mort. Non mais les soldats, ils sont à 20 000 km. Oui, c'est ça, justement. Donc eux, ils sont inatteignables. Mais paradoxalement, ce sont maintenant des civils qui sont victimes d'actes terroristes, en retour, en quelque sorte. Enfin, je crois qu'en 2015, il y a eu plus de morts civiles en France que de militaires. Oui, bien sûr. Mais c'est une barbarie. En fait, c'est une vraie barbarie, les drones. Simplement, on n'ose pas le dire. Et savez-vous, quelle est la prochaine génération de drones qui vont venir? Dites-moi. Il y a beaucoup de choses techniques écrites là-dessus. C'est des drones qui auront dans leur mémoire le visage du terroriste. Et qui décideront eux-mêmes de tirer. Sans intervention humaine, automatiquement. Vous imaginez les dégâts collatéraux que ça va faire. Quand leur viseur aura reconnu le visage, il y a des reconnaissances avec des algorithmes et tout ça, il lancera lui-même son missile sans intervention de la volonté humaine. C'est terrifiant, quoi. C'est quelque chose d'effrayant. Alors, on comprend que la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui vous horrifie. En même temps, vous dites on ne peut pas rester sans prendre les armes face à Daesh. Alors, il faut faire quoi? Comment vous dire? D'abord, si je me réfère à ce qui s'est passé chez nous en janvier dernier et le 13 novembre, ce qui m'a frappé le plus, c'est 130 morts, c'est terrible, 130 personnes tuées par des salopards, par des petits salopards, c'est terrible et on a eu raison de pleurer. Mais en même temps, 130 morts, c'est 130 morts. Et et ça a fait vaciller l'État. C'est-à-dire que ça a généré... Ça veut dire que ça a montré à quel point nous étions devenus une société fragile. Parce que vous savez, pendant la guerre en 1941, quand les Londoniens étaient bombardés toutes les nuits par les avions de la Luftwaffe, de Goebbels, de Göring, pardon, je me trompe. Savez-vous que ça faisait en moyenne, les premiers bombardements ont fait 500 morts à Londres, puis après ça faisait en moyenne 200 morts par nuit. Et face à cela, les Anglais n'ont à aucun moment perdu leur sang-froid. Ils ont même, avec leur flegme incroyable, ils ont réussi à plaisanter là-dessus. Il y avait des plaisanteries que l'histoire nous a transmises. Par exemple, quand on invitait des amis à dîner à Londres, pendant ce temps-là, on lui disait « s'il n'y a pas de porte, s'il n'y a plus de porte, vous entrez quand même ». Ou bien si vous venez et qu'il n'y a plus d'immeuble, vous inquiétez pas, on sera sans doute dans un immeuble à côté. Et ça veut dire qu'il y a eu 50 000 morts au total. Et aujourd'hui, on ne sait plus faire face à 130 morts, aujourd'hui, c'est ça? 130 morts, on est effrayé et on perd... Ça veut dire que regarder la guerre en face, c'est d'abord retrouver un minimum de sang-froid. Parce que si vous n'avez pas de sang-froid, si nos gouvernants ne savent pas faire ce que faisait Churchill, communiquer le sang-froid aux habitants, alors tout d'un coup, on ne sera plus capable de faire face à la guerre. Mais alors, je repose la question, face à Daesh, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça passe vraiment par la prise de conscience? Je ne crois pas, parce que vous savez, tout m'a incliné, moi, après cette vie entière de guerre, tout m'inclinait au dégoût. D'ailleurs, les derniers chapitres de mon livre, je montre à quel point la guerre est répugnante à la fin, et tout aurait dû faire de moi un non-violent, voire un pacifiste. Mais vous ne l'êtes pas. Mes amis, il y a beaucoup d'amis qui le sont, etc. Mais je ne me résous pas, face à des crimes comme Daesh, à être pacifiste. Et c'est vrai que c'est pas parce que je suis dans une émission protestante que je dois au journal Réforme et à son directeur de m'avoir donné cette indication de m'intéresser au pasteur Dietrich Bonhoeffer. Je précise quand même que l'émission n'est pas que protestante, elle s'intéresse à toutes les religions. Mais je m'intéresse à ça, et comment vous dire, ça vaut la peine de dire un mot de ce monsieur, parce que j'en fais un cas exemplaire. Le pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer, était un responsable de ce qu'on a appelé dans l'Allemagne nazie l'église confessante. Qui s'opposait à Hitler. L'église protestante qui n'a jamais transigé une seule fois avec Hitler et qui a toujours été dans une opposition radicale mais non violente. Et Bonhoeffer a toujours dit qu'il était non violent. Et puis un jour, la perspective de voir encore des centaines de milliers d'êtres humains tués par Hitler, il a accepté de collaborer à la préparation de l'attentat contre Hitler. Ça, c'est un modèle. Donc de contrevenir à ces principes. Oui. Il a été pendu à Munich, et avant d'être pendu, de sa prison, il a pu faire passer un mot que j'ai trouvé magnifique de courage, de probité et d'humour.
Il a dit, je sais, j'ai transgressé tous mes principes, mais de cela, je m'expliquerai moi-même avec le bon Dieu dans pas très longtemps. Je vous remercie. C'est magnifique. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Claude Guibaud. Je rappelle le titre de votre livre, Le tourment de la guerre, aux éditions L'Iconoclaste. Vous retrouverez ces références sur notre site internet fautpascroire.ch. C'est là aussi que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, ainsi que sur notre page Facebook.